Donc j'ai fait ma thèse de doctorat d'histoire contemporaine en travaillant sur les missionnaires de la société, ici, qui ont cherché pendant un peu plus de 100 ans à pénétrer le monde tibétain. Alors, le pays lui-même, le Tibet, ils ont eu bien du mal à y pénétrer, ensuite à s'y installer, ils en ont été expulsés. Ils sont restés dans ce que l'on a appelé les marches tibétaines du Yunnan ou du Sichuan. Et je voulais juste évoquer un petit peu leur mémoire avant de commencer ma conférence, parce que ces hommes, ils ont été, je crois qu'il y a un total de 69 ou 70 missionnaires qui ont séjourné pendant un peu plus de 100 ans aux portes vraiment du Tibet. Ces hommes ont fait preuve d'un courage énorme, d'une véritable volonté, parfois d'aveuglement aussi, parfois d'un manque de compréhension du monde dans lequel ils étaient. Parmi eux, il y en a eu qui se sont vraiment illustrés comme des aventuriers, peut-être avant tout, le père Crick, notamment, sur lequel Madame Fauconnet-Buzelin a travaillé, plus précisément, qui a été un des tout premiers pionniers. Le père Renou, aussi. Ces gens-là ont abordé un univers, un monde que personne ne connaissait. Ce sont des régions où l'on peut aller aujourd'hui, mais dans un cadre ou dans un contexte qui, même s'il est encore parfois dangereux, parce que la nature est assez violente, parce que la nature est difficile dans ces régions du monde, aujourd'hui, nous avons quand même la sécurité, ne serait-ce que du téléphone, des hélicoptères, du système hospitalier. Lorsque eux sont arrivés, il n'y avait rien. Un bras cassé, et ça pouvait très mal finir. Parmi eux, il y a eu aussi des érudits remarquables. Le père Giraudot, Monseigneur Giraudot, qui a été l'avant-dernier évêque du Tibet, qui a aussi la particularité d'avoir été l'occidental ayant séjourné le plus longtemps dans le monde tibétain. Il est resté 63 ans. Il est arrivé en mission en 1878 et il y est décédé en 1941. Outre que c'était un érudit, il a aussi essayé d'être un diplomate. Il a commis de ce côté-là certaines erreurs tactiques, mais il a fait de son mieux pour maintenir une mission qui vivotait, qui avait très peu de succès, et qui pourtant est parvenue à rester. Il a compris qu'il fallait modifier l'activité missionnaire, il a compris qu'il fallait combler les lacunes du monde tibétain pour pouvoir rester, notamment sur le plan de l'aide, l'assistance aux autres, apporter ce que les gens n'avaient pas, c'est-à-dire la médecine, c'est-à-dire l'hébergement pour les personnes âgées, l'hébergement pour les orphelins. Et ça, c'est Monseigneur Giraudot qui a lancé cette politique missionnaire, on va dire, caritative, pour employer les termes d'aujourd'hui. Qui d'autre encore? Le dernier, bien sûr, Monseigneur Valentin, dernier évêque, qui a fini son séjour en mission dans une caisse en bois, prisonnier des Chinois, après la révolution communiste. Cet homme est rentré dans sa caisse, il faisait à peu près ma taille, c'est-à-dire pas loin d'1m80. Quand il est ressorti, il faisait environ 1m70, 1m75, simplement parce qu'il ne pouvait jamais s'allonger dans cette caisse. Voilà. Lorsque la Société des missions étrangères de Paris m'a demandé de faire une conférence, qu'ensuite le thème de la conférence s'est précisé, à savoir l'histoire du Tibet, eh bien, je me suis dit, je ne vais pas faire une conférence comme on en fait ou comme on en entend régulièrement. Au contraire, je vais essayer peut-être de voir comment aborder ce thème, sachant qu'on est dans ces murs où ont vécu les missionnaires qui sont partis là-bas. Donc, j'ai organisé mon plan, si vous voulez, en 3 parties. La première partie, c'est la première chose que les missionnaires ont vue, la première chose à laquelle ils ont été confrontés, c'est le paysage, la géographie physique. Le deuxième élément auquel ils ont été confrontés, ça a été le bouddhisme, mais sous une forme que je vais vous présenter, une forme sociale, typiquement
tibétaine. Je ne parlerai donc pas du bouddhisme en tant que religion, philosophie ou spiritualité. Je n'évoquerai que la manière dont il a été absorbé et comment, dans le cadre tibétain, dans le cadre social tibétain qui était très particulier, comment il s'est exprimé. Et vous verrez que ça a des implications extrêmement importantes pour toute la société tibétaine et pour toute la politique même tibétaine. Et ça sera mon troisième point, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est politiquement que le Tibet, sachant qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui fait encore débat. Vous le savez, bon, parce qu'il y a la figure emblématique et très charismatique du Dalai Lama, les Tibétains aujourd'hui vivent vraiment très mal l'occupation chinoise. Donc c'est intéressant, certainement, d'essayer de comprendre quels étaient les liens que le Tibet entretenait avec ses voisins avant que la Chine l'envahisse. Les missionnaires, quand ils sont arrivés, ils ont abordé, dans le cas du père Crick, ils ont abordé le Tibet par le sud, par l'arc himalayen. Donc tout de suite, Crick était mosellan. En Moselle, bon, je ne sais pas quelle est l'altitude moyenne de Moselle, mais ça doit pas être beaucoup. Et donc, bon, un des problèmes qu'il a eu a été celui de l'altitude. Il était accompagné par des gens du pays nantais, des missionnaires du pays nantais. On ne peut pas dire que le pays nantais soit connu aussi pour ses montagnes et ses pistes de ski. Donc ça a été la grosse difficulté pour eux, ça a été ça. L'autre grand missionnaire explorateur dont je l'ai cité tout à l'heure, c'est le père Renou. Lui, il a attaqué le plateau tibétain par sa façade orientale. Et là, on est dans ces montagnes qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent sans arrêt, comme ça, coupées par des fleuves qui sont comme des torrents, mais énormes, avec des vagues de 3-4 mètres. Quelque chose d'absolument éprouvant pour lui, qui, si mes souvenirs sont bons, était vendéen aussi. Donc vous voyez, ces missionnaires ont fait preuve d'un courage énorme, d'une volonté qui leur a fait dépasser les difficultés physiques qu'ils rencontraient, difficultés physiques qui étaient incontestables. Aujourd'hui encore, bon, n'importe qui parmi nous aurait du mal à faire ce qu'ils ont fait. Maintenant, donc, quand ils sont arrivés, ils ont rencontré un monde bouddhiste particulier. Alors, je fais une remarque sur les missionnaires et le bouddhisme, après j'y reviendrai plus, ou peut-être une fois ou deux comme ça. Après plus de 100 ans de présence missionnaire dans un monde bouddhiste, majoritairement, les missionnaires ignoraient, non pas tout, mais ils ignoraient encore beaucoup de choses sur le bouddhisme. D'abord parce qu'au départ, ils ne s'y intéressaient pas du tout. Ensuite, parce que, et à leur décharge, le monde dans lequel ils ont été était imprégné par certains aspects du bouddhisme, mais dans une relecture sociale qui était très loin du bouddhisme. Et donc ce qu'ils ont vu, eux, c'est plutôt, on va dire, un système monastique extrêmement puissant, une féodalité extrêmement puissante, mais de religieux bouddhistes vivant vraiment de manière bouddhiste, ben c'est simple, hein, j'ai compulsé des milliers et des milliers de documents directement écrits par ces missionnaires ou relatifs à ces missionnaires, écrits par les différentes légations françaises, anglaises et autres. Je n'ai trouvé que 2 religieux bouddhistes ayant un comportement bouddhiste. Les autres, ils ont le comportement de n'importe quel Tibétain, sauf qu'eux étaient habillés en moine. Vous voyez ? Ces 2 religieux, l'un, son nom n'est pas donné dans les archives. On sait que c'est un religieux très important du monastère de Sining, qui se trouve tout au nord. Il est intervenu pour faire cesser un conflit, dans lequel les missionnaires risquaient la vie. Et on l'a écouté, il devait avoir une autorité suffisamment grande pour qu'on l'écoute. Et l'autre religieux était le religieux le plus important d'un des monastères les plus problématiques pour les missionnaires.
Et lui a voulu fédérer tous les monastères de sa région pour qu'enfin la paix s'installe et que tout le monde puisse vivre correctement, y compris les missionnaires. Bon, son idée a duré quelques années, et puis ça s'est évanoui très rapidement. Parce que le monde auquel les missionnaires ont été confrontés était un monde particulier, loin de l'enseignement du Bouddha lui-même, et pourtant se réclamant de cet enseignement. Alors, quelques mots quand même sur l'introduction du bouddhisme au Tibet. On ne sait pas, on n'a pas de date exacte pour dire, voilà, à tel moment, il y a eu le premier moine bouddhiste qui est venu au Tibet. Ce que l'on sait, c'est que très tôt, il y a peut-être 2000 ans, certainement qu'il y a eu quelques bouddhistes dans l'extrême sud du Tibet. Il y a quelques traces dans l'Himalaya de gravures, qui sont des gravures de symboles bouddhistes, montrant qu'il y a eu une présence bouddhiste. Mais elle a dû être très ponctuelle, et en aucun cas, elle n'a fait souche. On retient comme personnage principal de cette introduction du bouddhisme l'un des empereurs tibétains, je reviendrai tout à l'heure sur les empereurs tibétains, qui s'appelait Sonsen Gampo. Il a été marié à il avait une épouse népalaise et une épouse chinoise. Les deux étaient bouddhistes, et les deux, avec l'accord de l'empereur bien sûr, ont fait ériger 2 temples dans la capitale d'aujourd'hui, Lhasa, qui n'était pas la capitale de l'époque, mais qui était une ville importante à l'époque. Ces temples existent toujours aujourd'hui, même s'ils ont été sérieusement endommagés par la révolution culturelle chinoise. Ensuite, est-ce que construire un temple, c'est introduire le bouddhisme? Vraiment, non. On introduit juste des symboles, on va dire, du bouddhisme. Il faut attendre le 8e siècle pour qu'un autre empereur, qui s'appelait Tizong Detsen, lui invite des maîtres bouddhistes du nord de l'Inde pour transmettre au Tibet à la fois le système monastique, qui est indissociable de la transmission même du bouddhisme, de l'enseignement du Bouddha, mais aussi des enseignements plus ou moins complexes et certaines techniques de yoga plus ou moins complexes aussi. Cette introduction-là est bien réelle, puisque ces maîtres spirituels ont eu des disciples sur place, dont l'empereur lui-même, une partie de sa famille. Le premier monastère bouddhiste a été érigé à la fin des années 770, dans la vallée du Brahmapoutre, dans un endroit qui est assez joli, avec des dunes de sable blanc, c'est assez beau à voir. Le problème, c'est que le bouddhisme n'est pas arrivé sur un terrain neutre spirituellement. Les Tibétains avaient un certain nombre de croyances, ils avaient une religion, ils avaient une culture religieuse. Et l'arrivée du bouddhisme n'a pas forcément été bien perçue, à la fois sur le plan religieux, mais aussi sur un plan beaucoup plus social. Le bouddhisme n'est pas dissociable du don, de la donation. Les moines ne vivent que d'aumônes. Traditionnellement, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça a un peu changé, ça a un peu évolué, mais à l'origine, c'est ça. Le moine ne vit que d'aumônes. Donc, pour que les monastères puissent vivre, eh bien, il a fallu leur faire des dons de terre, avec des gens qui travaillent dessus et qui puissent nourrir les moines. Mais ces terres, il fallait bien les prendre à quelqu'un. Ou du moins amputer le territoire personnel de l'empereur ou du prince local pour en faire un don au monastère. Et ça, les familles qui n'étaient pas bouddhistes ont eu du mal à l'accepter. Ce qui peut se concevoir tout à fait. Parce que socialement, ça amenait un élément nouveau, qui en plus était hétérogène, qui était étranger, qui pouvait donc avoir une assise importante sur le plan économique,
et pourquoi pas sur le plan politique, puisqu'il y avait déjà des gens de la famille impériale qui étaient bouddhistes. Donc on a une contestation assez sourde qui se forme jusqu'au milieu du IXe siècle. À ce moment, alors que le bouddhisme est vraiment installé, là il y a des monastères, il y a des relations avec l'Inde, il y a une transmission qui se fait de l'enseignement, il y a des personnages qui sont considérés comme étant des maîtres spirituels tibétains. À ce moment-là, bon, je n'entre pas dans les détails de la succession impériale, mais hérite du trône celui qui justement se veut être, on va dire, le champion d'une religion ou d'un cadre spirituel proprement tibétain. Lui, les bouddhistes, il n'en veut pas. Il se trouve qu'au même moment, en Chine, on a à peu près le même phénomène qui se produit. On est dans les années 840. À ce moment-là, il y a une sorte de rejet du bouddhisme à cause de ces histoires économiques, socio-économiques, l'emprise sur les terres, l'arrivée d'une religion qui bouleverse un peu quand même l'équilibre, le bon ordre dans lequel les gens ont l'habitude de vivre. Eh bien, cet empereur tibétain décide de mettre un terme au bouddhisme. On a du mal à savoir exactement ce qu'il a fait, parce que les relations qui nous sont faites de son règne ont été faites par des historiens bouddhistes, après coup. Donc il a été très facile pour eux de noircir le tableau. De même qu'il leur a été très facile de dire qu'avant son règne, le bouddhisme était très florissant. Et tout. En fait, on ne sait pas beaucoup de choses. Le bouddhisme était certainement florissant, peut-être pas autant qu'ils l'ont dit, qu'ils l'ont écrit. Le bouddhisme a été effectivement très très mal mené. Hein, l'histoire raconte que les temples ont été transformés en boucheries. Alors, pourquoi pas, mais c'est pas sûr. Donc, ce qui est certain, par contre, c'est qu'effectivement, toute la structure qui commençait à se mettre en place, toute l'organisation bouddhiste qui commençait à se mettre en place, cette organisation-là, elle disparaît. Dans le même temps, l'Empire lui-même éclate, et le pays se retrouve partagé en une mosaïque de principautés, de gens plus ou moins liés à la famille impériale, parmi lesquels certains sont bouddhistes. Et c'est justement dans une de ces branches bouddhistes qui est installée à l'extrême ouest du Tibet, au-dessus de l'actuel Ladakh. Cette branche de la famille impériale qui vit dans ce petit royaume qu'on appelle le Gugé, eux sont très intéressés par le bouddhisme, eux-mêmes pratiquent le bouddhisme et décident, dans un premier temps, d'envoyer un jeune pour rechercher les enseignements et apprendre l'art de la traduction, et revenir avec les enseignements. Puis dans un deuxième temps, une génération plus tard, ils vont chercher en Inde un maître qui serait d'accord pour venir s'installer au Tibet, même temporairement. Et ce maître arrive en 1042, date qui marque la renaissance ou le renouveau du bouddhisme au Tibet. À partir de là, le bouddhisme ne cessera plus de se diffuser et de s'implanter sur l'ensemble du plateau tibétain, et même au-delà. Dans les, on va dire, 100 ans, 150 ans qui suivent, c'est-à-dire, bon, vous voyez, ce maître, il s'appelait Atisha, lorsqu'il arrive en 1042, par endroits, il est accueilli à coups de pierre. Hein. On ne veut pas de lui, par endroits, au contraire, il est accueilli à bras ouverts. Mais toujours est-il qu'il installe vraiment une transmission bouddhiste au Tibet. Et dans les 100 ans, 150 ans qui suivent, on va avoir la convergence de plusieurs facteurs qui vont faciliter encore plus cette introduction du bouddhisme au Tibet. D'abord, des gens s'y intéressent de plus en plus, au Tibet même. Ceux qui ont le courage, ou la volonté, ou la force, ou parfois aussi l'argent, quittent le Tibet pour aller en Inde, y rencontrer des maîtres, et reviennent ensuite au Tibet pour y transmettre ce qu'ils ont reçu. On a là
sur ces épisodes-là, on a des poèmes ou des chants mystiques qui montrent à quel point les voyages étaient périlleux et difficiles, et à quel point la volonté de ces gens était extrêmement grande. Et puis on a aussi un facteur, alors là, qui est vraiment celui du contexte. Il se trouve que dans le même temps, les armées musulmanes envahissent le nord de l'Inde et détruisent tout sur leur passage. Que ce soit les monuments, les temples des différentes écoles de ce que nous, on appelle aujourd'hui l'hindouisme, ou les monastères, ou les universités monastiques, ou les temples du bouddhisme. À la fin du XIIe siècle, pratiquement plus rien du bouddhisme ne subsiste dans le nord de l'Inde. Et milieu XIIIe siècle, pratiquement toute la moitié nord de l'Inde n'a plus aucun lieu de culte bouddhiste, ou très peu, c'est minoritaire, les gens se cachent. Certains donc partent, certains maîtres du nord de l'Inde décident de partir. Ils partent du côté de la Birmanie, enfin de l'actuelle Birmanie, ils partent sur le nord de l'actuel Cachemire, et puis comme les Tibétains sont demandeurs, eh bien, ils vont aussi au Tibet. Donc, vous voyez, il y a cette convergence d'un côté des gens intéressés pour recevoir, des gens intéressés pour aller chercher, et puis des gens intéressés, les maîtres bouddhistes indiens, intéressés pour continuer de transmettre ce qui risquait de disparaître totalement sous le coup des armées musulmanes. Maintenant, ce qui est très particulier au bouddhisme tibétain, et c'est à ça qu'ont eu affaire, enfin, c'est une expression, on va dire, de ça qu'ont eu affaire les missionnaires, c'est ce que l'on appelle en tibétain la relation Choyön, c'est la relation entre le religieux et son bienfaiteur, protecteur. Dès le départ, dès l'époque du Bouddha, puisque les moines ne peuvent vivre que d'aumônes, les bienfaiteurs ont donc eu un rôle important. Le Bouddha lui-même, parce qu'il venait d'une famille qui était une famille princière et qu'il connaissait de manière directe, ou sa famille connaissait, on va dire, les têtes couronnées du nord de l'Inde, il y a eu parmi ces bienfaiteurs des rois, des gens qui l'ont assisté, qui ont non pas entretenu la communauté, mais qui ont facilité la vie de la communauté monastique. Et puis le bouddhisme a évolué. Cette tradition de la quête et de l'aumône s'est perpétuée, ça existe toujours. Aujourd'hui en Birmanie, par exemple, tous les matins, les rues de toutes les villes et tous les villages birmans sont arpentés par au total des centaines de milliers de moines et de nonnes qui vont chercher leur nourriture. C'est la tradition, c'est comme ça. Au Tibet, ça a pris une coloration très singulière. Qui pouvait, de manière durable, aider les moines ou les monastères qui se mettaient en place? C'était les plus riches, les plus fortunés. Les monastères, eux-mêmes, ont eu des dons en terre avec, je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui étaient dessus. C'est-à-dire que le monastère s'intègre dans une structure féodale avec, en plus, des bienfaiteurs qui vont être des bienfaiteurs plutôt aisés ou plutôt influents. Puisqu'on va chercher des protecteurs de plus en plus puissants, après avoir, je dirais, fait le plein au Tibet, eh bien on va aller les chercher ailleurs. La renommée des religieux tibétains, alors là je parle de ceux qui sont vraiment spirituels, pas ceux qui sont dans les affaires. Hein. Ceux qui sont vraiment des personnages dont l'altitude spirituelle est incontestable, leur renommée est immense. Donc, ils sont régulièrement appelés, soit au Tibet, soit dans le pourtour du Tibet, pour enseigner. Ceux avec lesquels les unions vont être les plus solides, pendant des siècles, c'est les Mongols, la population mongole. En 1240, l'un des principaux chefs religieux tibétains est invité par un chef mongol, le plus puissant de l'époque, et le chef mongol décide, ou dit que finalement c'est ce chef religieux-là qui doit être le chef religieux de tout le Tibet.
Et pour l'aider à aller dans ce sens-là, eh bien lui, en tant que chef politique, il va lui donner un coup de main sur le plan de la structure. Ces relations vont continuer, et vous connaissez certainement le nom de Kubilai Khan, que Marco Polo a rencontré, qui est donc devenu un personnage qui existe, nous, dans notre imaginaire. Eh bien, Kubilai Khan a, au nom de cette idée de religieux et de protecteur, de ce lien entre religieux et protecteur, a réorganisé entièrement, administrativement, le Tibet, en secteur administratif et militaire, sachant que spirituellement, c'était les descendants du chef religieux dont je parlais tout à l'heure, qui, eux, avaient la suprématie sur le Tibet. Alors, ces religieux appartenaient à une école qu'on appelle l'école Sakyapa, et jusqu'à l'effondrement de la puissance mongole sur les territoires mongols, et bien les Sakyapa vont régner, de fait, au Tibet. On a, et ça c'est difficile pour nous à comprendre, on a une égalité entre le religieux et le politique. Le politique apporte ce qu'il sait faire, l'organisation administrative, l'organisation militaire. Le religieux apporte ce qu'il sait faire, prier, apporter un plus spirituel, apporter un enseignement spirituel, une protection spirituelle. Mais les deux sont à égalité. Il n'y a pas un supérieur à l'autre. En Occident, c'est une chose qui est difficile à comprendre, parce que souvent pour nous, le laïc domine le religieux, ou au contraire, le religieux va dominer le laïc. Et c'est vrai que notre histoire est imprégnée de ça. Pas dans l'univers tibétain. Les deux sont à égalité, chacun apporte sa compétence à l'autre. Les Sakyapa, donc, cette école religieuse, règne donc jusqu'en 1368 sur l'ensemble du Tibet. Seulement, le Tibet se fractionne quand même. L'unité administrative qui a été voulue par les Mongols, elle n'est pas si solide que ça. Comme les Mongols eux-mêmes ne s'entendent pas très bien entre eux, eh bien, les dissensions politiques rejaillissent sur un plan religieux, les dissensions religieuses rejaillissent sur le plan politique, et au bout du compte, le règne des Sakyapa s'effondre, à cause de querelles familiales aussi. Mais les Mongols sont toujours présents. Et la Chine, me direz-vous, où est-elle? Mais Kubilai Khan, c'est le premier empereur de la dynastie chinoise des Yuan. Lorsque les Mongols ont pris possession de la Chine, eh bien, le lien entre Tibétains et Mongols est devenu un lien entre Tibétains et Chinois. Entre Tibétains et protecteurs mongols, c'est devenu un lien entre Tibétains et protecteurs chinois, qu'ils soient d'origine mongole ou non. Ce qui fait que lorsque le pouvoir mongol s'écroule en Chine, remplacé par des Chinois, les liens continuent quand même avec la Chine. Mais ils continuent aussi avec les Mongols. Et, pour résumer, vous connaissez tous aujourd'hui le Dalai Lama. Le titre Dalai Lama est un titre tibéto-mongol, moitié tibétain, moitié mongol. Pourquoi? Parce que l'un des prédécesseurs du Dalai Lama s'est rendu à l'invitation d'un chef mongol sur son territoire. Le chef mongol lui a donné un titre honorifique, de Dalai Lama. Dalai, ça veut dire océan. Lama, normalement, c'est le maître spirituel. Alors aujourd'hui, pour des raisons commerciales et puis des raisons plus simples, on l'appelle l'océan de sagesse. Voilà. Le Dalai Lama actuel appartient à une école spirituelle tibétaine qui, elle, est apparue dans le courant du XIIIe siècle. Et c'est vraiment structuré définitivement au XVe siècle, début XVe siècle. Mais elle aussi, comme les autres avant, elle a recherché ses protecteurs. Elle a recherché ses aides, ses soutiens politiques, ses soutiens financiers, et elle les a trouvés où? Aussi chez les Mongols. Seulement, ils avaient misé sur la bonne carte, puisque ceux-là vont être extrêmement puissants et vont permettre à cette école, qu'on appelle les Gelugpa, de prendre le pouvoir
sur l'ensemble du plateau tibétain. Et d'installer le Dalai Lama comme chef d'État du Tibet, à la fois sur le plan religieux et sur le plan politique. Concrètement, ça veut dire que le protecteur va assurer une protection armée au cas où le pays soit envahi, mais pour ce qui est de la gestion interne du pays, c'est le Dalai Lama qui s'en occupe. Pour ce qui est de la gestion spirituelle du pays, c'est le Dalai Lama qui s'en occupe. Et c'est ainsi depuis 1642, donc, date à laquelle les Dalai Lamas ont été installés à la tête du Tibet. C'est ce monde-là que rencontrent les missionnaires, où il est difficile de faire la séparation entre la politique et le bouddhisme. Enfin, le bouddhisme, non, la structure monastique, on va dire, le système monastique. Les monastères, forts de ces soutiens politiques, les monastères sont donc devenus, ce que j'ai dit tout à l'heure, des entités féodales. Pour vous donner un ordre d'idée, l'un des plus grands monastères de la région de Lhasa, qui s'appelle le monastère de Drepung, dans les années 40, ou tout début des années 50, possédait en propre 20 000 personnes asservies, qui étaient réparties sur l'ensemble du Tibet, parmi lesquelles il y avait donc des nomades, grâce auxquels pouvait être fait le commerce de la laine, mais aussi simplement le commerce. Il y avait aussi des agriculteurs, il y avait aussi des mineurs, à la différence près, comparé à nos mineurs, à nous les mineurs tibétains traditionnellement ne creusaient pas. Ils n'extrayaient que ce qu'il y avait en surface, pour une histoire de respect de la nature et des divinités qui étaient supposées habiter le sol. Mais bref, 20 000 personnes asservies, c'est une entreprise, une grosse entreprise, avec un réseau international, c'est-à-dire d'autres monastères rattachés à ce monastère de Drepung. Donc on est dans le cadre d'une multinationale, si vous voulez, monastique. Les missionnaires, eux, ont eu affaire au monastère, principalement au monastère de la ville de Batang, qui se trouve actuellement au Sichuan. Batang possédait en propre 7 villages qui étaient sur le cours du Haut-Mékong. Ces 7 villages représentaient des milliers et des milliers et des milliers de personnes, mais aussi des forêts, des pâturages, des terres cultivables, etc. On est donc là aussi, encore une fois, dans une structure dont la cheville ouvrière va être le monastère, mais on est loin de la spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, encore une fois, elle existe, mais ce n'est pas ce qui est le plus apparent. C'est la raison pour laquelle les missionnaires, lorsqu'ils vont parler de ce monde-là, n'aborderont pratiquement jamais la question spirituelle. D'abord d'une, parce que je disais tout à l'heure, ça ne les a pas forcément intéressés, mais ensuite, comment y avoir accès? Lorsque eux ont été confrontés au monastère, ça a été sur un plan politique, sur un plan économique. On leur a reproché de cultiver des terres, simplement parce que le monastère considérait que ces terres étaient à lui. Pourtant, les missionnaires mettaient en culture des terres qui étaient en friche, qui ne servaient à rien. Oui, mais ça ne fait rien, ça appartenait quand même au monastère. Alors des fois, des terres leur ont été données, le monastère contestait le don. On est uniquement dans... Je crois qu'il faut voir ça comme étant le monde des affaires. On n'est plus dans un monde spirituel, ça n'a rien à voir. Vous voyez ? Cette société, donc, très particulière, est, vous le devinez, pleine de contradictions. C'est-à-dire que d'un côté, on a un enseignement donné par le Bouddha qui met l'accent sur la compassion, qui met l'accent sur la bienveillance, qui met l'accent sur le développement d'une vie vertueuse, qui met l'accent sur un regard porté sur le monde de manière à comprendre que la souffrance est omniprésente, comprendre que
les choses n'ont aucune consistance en soi, comprendre que les choses ne sont pas durables. C'est ça l'enseignement du Bouddha au départ. Dans le système sociopolitique ou socio-économique tel qu'il existait au Tibet, on en était très loin. On en était très loin. Pour illustrer ces situations, je parlerai d'un ami religieux tibétain qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Nedun Chöpel, qui était lama, c'est-à-dire qu'il était capable d'enseigner. Et on était vraiment amis tous les deux. Et un jour, je lui demande, je lui dis, mais comment est-ce que vous êtes devenu moine? Et il me dit, mais c'est que j'ai pas eu le choix. Alors je savais qu'il y avait ces histoires de féodalité qui faisaient qu'à cause de l'asservissement, des fois on pouvait être envoyé de force au monastère. Et donc lui avait été envoyé de force à l'âge de 7 ans, dans un monastère dirigé par un de ses oncles, qui était abbé, oncle qui était quelqu'un d'absolument vénérable et vénéré, mais qui ne pouvait rien contre le système dans lequel il était, tellement que mon fameux Nedun Chöpel, comme lui, il venait d'une famille qui spirituellement était respectée, mais qui financièrement n'avait aucun moyen, eh bien, quand il a été intégré dans le monastère de son oncle, il s'est retrouvé à faire toutes les corvées, alors que ceux qui venaient de familles riches, eh bien, un peu d'argent, et le fils était dispensé des corvées. Donc les pauvres faisaient 2 fois plus de travail que les riches. Et dans ce cadre-là, ce qui est le paradoxe quand même, c'est que l'abbé était l'oncle de Nedun Chöpel, mais il ne pouvait rien y faire. C'était comme ça. Vous voyez, c'est un drôle de monde. C'est un monde très très paradoxal. Très très paradoxal. Avec d'un côté des personnages qui sont absolument extraordinaires, irréprochables, et puis un système qui, lui, était assez inégalitaire, on va dire. Alors, sur un plan politique, donc pour revenir à notre sujet, les missionnaires, donc, d'abord, premier contact, ce contact rude avec le monde physique de ce qu'était le Tibet. Il y a quelques pages du père Renou qui sont assez sympathiques pour ça, parce qu'il il dit on a à peine fini d'escalader un col qu'un autre se profile à l'horizon. Et on a à peine fini de l'escalader celui-ci qu'encore un autre se profile. Enfin bref, on n'arrête pas de monter, de descendre, de monter, de descendre. Sur le plan social, donc, il se heurte à une structure sociopolitique très particulière où il y a une interaction entre système nobiliaire et système religieux. Et ils vont se heurter à un autre problème qui va être le problème purement politique. Qu'est-ce que c'est que le Tibet auquel ils ont eu affaire? Alors, si on remonte loin dans le passé, à partir du, on va dire, fin 6e siècle, début 7e siècle, les principautés qui existaient dans le sud du Tibet sont réunifiées, sont unifiées, deviennent, voilà, les principautés deviennent en quelque sorte les fondements d'une royauté d'abord qui se transforme rapidement en un empire parce que les Tibétains s'avèrent être de très très bons conquérants, ce qui fait qu'à partir du 7e siècle jusqu'au 8e siècle, le Tibet érige vraiment un empire, mais diriger un empire aussi grand requiert une administration fidèle, fiable, à laquelle on peut déléguer son pouvoir. Tout à l'heure, quand j'ai présenté géographiquement, n'oubliez pas qu'entre le sud du Tibet, qu'on appelle le Tibet central, le sud du Tibet et le nord du Tibet, et qui plus est la route de la soie, ce sont des étendues qui sont des étendues de steppe, des étendues désertiques. Il n'y a que quelques points qui sont habités, des oasis, si vous voulez, qui sont habités, et donc la transmission du pouvoir est quelque chose, de l'autorité, pardon, est quelque chose qui est très difficile. Très difficile. Les forces centrifuges
sont beaucoup plus grandes que les forces centripètes. C'est-à-dire la concentration autour du pouvoir central est difficile à obtenir, alors que l'éclatement est une menace constante. Et ça ne va pas manquer. Certaines familles impériales, certaines familles ministérielles vont profiter des faiblesses pour se tailler elles-mêmes leur propre réseau d'influence, si ce n'est leur propre pouvoir. Ce qui est tout à fait cohérent, tout à fait logique. Mais fort de cela, l'Empire tibétain meurt, je dirais, par morcellement à la fois externe, puisque cette transmission de pouvoir, cette transmission d'autorité, transmission des ordres, est difficile à maintenir sur un espace aussi gigantesque, dans des conditions physiques aussi difficiles. Mais en plus, les ambitions de tel ou tel se trouvent valorisées par ça, et ajoutez à ça les dissensions internes de la famille elle-même et des nobles eux-mêmes au sein du gouvernement, on va dire. Donc très logiquement, l'Empire éclate. Il aura quand même été extrêmement menaçant pour les populations mongoles, pour les populations turco-mongoles. L'une des opérations les plus spectaculaires, ça a été, début 9e siècle, 810, le siège de Samarcande. Donc on est très loin du Tibet à ce moment-là, très très loin du Tibet. La capitale des Tang, la dynastie des Tang, Xian, qui a été elle aussi assiégée, prise par les Tibétains. Les Tibétains ont renversé l'empereur de Chine en mettant un empereur fantoche. Ça n'a duré que quelques jours, hein, peut-être même pas une semaine. Vous voyez, mais bon, ce sont quand même des coups de force qui démontrent à la fois la capacité militaire des Tibétains et puis leur puissance militaire. Mais je me répète, sur le long terme, si l'on n'a pas une toile de fer pour diriger ça, pour diriger cet ensemble, l'ensemble éclate. C'est une vraie question d'ailleurs aujourd'hui de géopolitique. Est-ce qu'il est possible de diriger un territoire immense autrement qu'avec un système autoritaire? Il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas. La structure politique, sociopolitique du Tibet, ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette relation religieux-protecteur, l'intervention des Mongols, où les choses deviennent plus compliquées pour le Tibet, c'est une fois que les Mongols ont mis le Dalai Lama en place en 1642, tout pourrait rouler, tout pourrait aller très bien. Bon, il se trouve que la direction du pays elle-même n'est pas très simple, se pose la question de la régence entre deux Dalai Lama. C'est autour de la personne même du Dalai Lama ou autour de la fonction de Dalai Lama que maintenant les ambitions vont s'agglutiner. Qui doit être le régent? Est-ce que c'est quelqu'un que le Dalai Lama désigne? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être élu? Est-ce que c'est quelqu'un qui appartient à tel ou tel monastère ou à tel autre monastère? Bref, ça a été l'objet de discussions. Et puis surtout, alors que les puissances mongoles s'écroulent début XVIIIe siècle, au premier tiers du XVIIIe siècle, la puissance chinoise, elle, au contraire, monte. La nouvelle dynastie des Qing est une dynastie qui est extrêmement puissante. Les empereurs chinois du XVIIIe siècle sont des gens qui ont une vision globale de leur empire. Ils ont une vision, on va dire, continentale de leur empire, même s'ils ont du mal à imaginer la taille réelle que fait leur empire. Ils savent qu'il leur est nécessaire de créer en quelque sorte, ou d'avoir en quelque sorte des États tampons, une sorte de lisière qui leur permettent de s'isoler, de se protéger de populations qui pourraient être des populations ennemies. Et donc ils intègrent le Tibet dans cette logique-là. À la faveur d'événements proprement tibétains, soit des tensions internes, de frôle la guerre civile à un moment donné, soit à l'occasion d'invasions, ça a été le cas en 1788, 93, 92, invasion du Népal, les Népalais envahissent le Tibet, eh bien les Chinois interviennent, et à chaque fois qu'ils interviennent, ils vont chercher à, non pas forcément s'imposer, mais à montrer que le Tibet fait partie de leur échiquier géostratégique. Donc le Tibet
avec l'accord parfois des Tibétains, s'intègrent dans, non pas dans l'empire chinois au sens purement administratif, mais dans cet univers qui est contrôlé par les empereurs de Chine. Du point de vue, là il y a une incompréhension culturelle entre les Tibétains et les Chinois. Pour les Tibétains, on est toujours dans le cadre de la relation religieux-protecteur, cette relation entre égaux. Ce n'est pas tout à fait le cas pour les Chinois, qui ont plus une vision politique de la position du Tibet qu'une vision religieuse des liens avec le Tibet. On peut, dès lors, parler d'un réel protectorat imposé par la Chine aux Tibétains. Le Tibet, pour y pénétrer, il faut des passeports, des garnisons sont mises en place au Tibet, garnisons sur les frontières, des administratifs chinois sont stationnés au Tibet, des représentants de l'empereur, si vous voulez, sont stationnés au Tibet. Se met en place ce que les missionnaires appelleront la route mandarine. L'expression ensuite est restée, mais enfin, je crois que c'est eux qui en sont les pères, qui est cette voie qui allie la Chine, Pékin, et Lhasa, et qui traverse le domaine où habitaient nos missionnaires, et qui régulièrement voit passer ces mandarins qui vont soit à Lhasa pour remplacer ceux qui sont en poste, soit sur les différents endroits entre le Tibet et la Chine pour pouvoir être remplacés. Bon. L'affaire aurait pu en rester là, seulement après avoir connu vraiment une période de grandeur tout à fait remarquable au XVIIIe siècle, la Chine connaît un retournement de situation assez dramatique pour elle dans le courant du XIXe siècle. Problème propre, on va dire querelle de palais pour faire court. Hein. Problème donc intérieur, on va dire, à la famille, aux familles dirigeantes. Problème aussi avec les Occidentaux qui commencent à frapper à la porte et les Chinois qui refusent toujours d'ouvrir. Vous connaissez certainement cette histoire avec la guerre de l'opium, hein, puisqu'on n'arrive pas à pénétrer le marché chinois, on va créer ce qu'on appelle un marché captif. L'usage de l'opium était connu en Chine depuis très longtemps, surtout pour ses vertus thérapeutiques. Bon, grâce aux Anglais, c'est devenu une drogue plus couramment utilisée qu'auparavant. Réaction de la Chine, 1839, on fait la guerre aux Anglais. La Chine n'étant plus que l'ombre d'elle-même, cette guerre est perdue. 1842, premier traité de Nankin, qui commence à ouvrir la Chine à l'Occident. C'est une ouverture à l'ouvre-boîte, hein, ça s'est fait de manière très très douloureuse pour les Chinois. Mais du coup, qu'en est-il du protectorat sur le Tibet à ce moment-là? Il tombe dans les oubliettes, ou presque. Les Tibétains sont envahis par deux fois, et par deux fois, ils doivent se défendre à peu près seuls, on va dire. À tel point qu'à un moment donné, 1856, le Tibet doit signer un traité avec le Népal. C'est un traité de soumission au Népal. Le Tibet doit payer un tribut au Népal, tribut qui sera payé jusqu'au début des années 1950. Et là, les Chinois sont inefficaces, inopérants. On ne peut plus à ce moment-là parler réellement de protectorat. Nos missionnaires français se sont heurtés directement à cette question. Eux qui voulaient pénétrer au Tibet se sont dit, mais à qui doit-on s'adresser? Si le Tibet est chinois, les traités qui ont été signés à la suite du traité de Nankin de 1842, bon, il y a eu un traité avec la France, traité commercial de 1844, ensuite on a eu d'autres traités qui ont ouvert de plus en plus la Chine aux Occidentaux et aux missionnaires. Si le Tibet est chinois, on peut bénéficier au Tibet des traités qui ont été signés. Si le Tibet n'est pas chinois, on doit traiter directement avec les autorités tibétaines. Comme les missionnaires ont eu de nombreux déboires avec les monastères tibétains, ils ont donc eu de nombreux procès qu'ils ont intentés soit contre le gouvernement de Lhasa, ça n'a jamais marché, parce que les Tibétains négligeaient, ou du moins dédaignaient de répondre aux missionnaires. On a cru pendant un temps qu'un procès allait réellement être tenu à Lhasa, et en fait, bon, il n'a jamais eu lieu.
Alors on se retourne contre la Chine, en disant, ben, faites quelque chose. Alors parce qu'il faut être précis dans ce qu'on dit. Voilà, j'ai amené ici des extraits d'un échange de lettres entre la légation en France, qui représente donc les intérêts des missionnaires, et ce qu'on va appeler le ministère des Affaires étrangères chinois. C'est le premier vrai ministère à se mettre en place pour être en relation avec les étrangers. On est en 1866, et le président de ce ministère répond au légat français. Nous avons au Tibet, dit-il, la même position que vous avez à Rome. Si j'envoyais à Rome 100 missionnaires bouddhistes, vous chargeriez-vous de les protéger? C'est une vraie question. Mais ça montre bien qu'il y a une distance entre le Tibet et la Chine, que l'autorité de la Chine n'est pas si grande que ça dans les affaires tibétaines. Le légat de France dit, oui mais attendez, vous nous avez délivré des passeports pour nos missionnaires. Ce à quoi, ça c'est fin des années 1850 et début des années 1860, ce à quoi le ministre chinois dit, oui, mais à l'époque, vos canons étaient sous nos fenêtres. Donc est-ce que j'avais le choix? Mais les passeports, ils valent rien. Ça vous a fait plaisir, mais ils valent rien. Et il continue en disant, alors là je cite le légat lui-même, qui évoque les discussions qu'il a eues avec le ministre. Donc le ministre a déclaré officiellement que le Tibet n'appartenait pas à la Chine, que le Tibet était libre et indépendant. La Chine n'entretient pas au Tibet des gouverneurs, mais des ambassadeurs, qui n'ont pas plus de pouvoir que vous n'en avez vous-même auprès du gouvernement chinois. Aucun moyen, alors ça c'est le ministre qui écrit ça aux missionnaires en disant qu'il n'a aucun moyen de contraindre le gouvernement chinois à exercer sur le Tibet un droit de souveraineté positive qu'il décline absolument. C'est-à-dire que c'est clair, le Tibet est un pays indépendant. Seulement, c'est oublier que le monde est vaste et que les enjeux géostratégiques échappent parfois à la volonté de tel ou tel. Du moins, il faut prendre un peu d'altitude pour comprendre ce qui se passe. Et ce n'est pas parce que les Tibétains habitent sur le toit du monde qu'ils ont vu arriver le danger qui les menaçait sur le plan politique, danger qui était simplement l'arrivée de la Russie au nord, sur les territoires mongols et turco-mongols, et de la Grande-Bretagne au sud, par l'Inde. La Grande-Bretagne, après avoir assis son influence sur le sous-continent indien, essaye, avec succès, de remonter et de se faire entendre jusqu'à l'arc himalayen. Et ça marche. Les Russes, de leur côté, sont présents en Asie centrale, sont présents jusqu'à la frontière de Chine, vraiment en Extrême-Orient, et puis petit à petit, ils grappillent vers le sud. Alors ils passent des traités, dès le XVIIIe siècle, des traités avec la Chine, mais ces traités ne valent pas grand-chose, et ce qui fait que c'est une véritable menace. Les populations mongoles sont bouddhistes, de rite tibétain. Elles ont été bouddhistisées, je ne sais pas comment on dit, par les Tibétains. Donc le lien avec le Tibet, il est indirect, mais il existe. Et on sait que les Russes envisagent d'inclure le Tibet dans leur sphère géostratégique de manière à contrecarrer les Anglais qui, eux, veulent remonter. Les Anglais eux-mêmes veulent s'installer au Tibet d'une façon ou d'une autre pour bloquer l'avancée des Russes. Et ça, les Tibétains ne le voient pas du tout. Les Chinois observent ça, s'en mêlent, et dès qu'un traité doit être signé, c'est un traité frontalier entre, on va dire, le domaine anglo-britannique des Indes et le Tibet, eh bien, on ne s'adresse pas aux Tibétains, on s'adresse à la Chine. Du moins, c'est la Chine
qui s'interpose en disant c'est avec nous qu'il faut signer le traité. 1890. Le traité sur les frontières pour le Sikkim. Normalement, un traité commercial doit suivre, 1893. Les autorités tibétaines sont informées, refusent complètement la signature du premier traité, signature du deuxième traité, mais plutôt que d'engager des pourparlers avec les Britanniques directement, les Tibétains restent cantonnés sur une position ferme, mais irréaliste. Puisque, en ne voulant pas entrer sur un terrain diplomatique avec les Britanniques, eh bien, ils laissent le jeu aux Britanniques, aux Russes et aux Chinois. Et ce jeu-là détermine le sort, du moins le statut politique du Tibet, qui apparaît très rapidement comme une dépendance de la Chine, comme intégrée à l'Empire chinois. Un personnage là-dedans domine, c'est le 13e Dalai Lama, qui est loin d'être un sot. Il comprend les manœuvres politiques qu'il y a autour de lui, cette fameuse administration intermédiaire dont on parlait tout à l'heure. Il comprend les enjeux dont il peut être lui-même l'objet, il fait un peu le ménage. Il reste ferme dans sa volonté d'isolement, ce qui lui vaut, puisqu'il ne négocie pas du tout, il ne veut absolument rien entendre des Anglais, ce qui lui vaut d'avoir un territoire envahi par les Anglais, en 1904. Il n'a d'autre choix que de partir en exil, d'abord chez les Mongols, ensuite en Chine, et puis des accords sont signés pendant ce temps, et il n'en est pas informé tout de suite, concernant le Tibet. À un moment donné, il décide de revenir au Tibet. Les Chinois se rendent compte que le retour du Dalai Lama au Tibet risque d'être préjudiciable à leurs propres affaires. Donc, il est poursuivi à distance, enfin, il est poursuivi par l'armée chinoise. Il ne reste que très peu de temps au Tibet et il trouve refuge en Inde, chez ses ennemis d'hier, si vous voulez. Sauf que en Inde, on va l'accueillir à bras ouverts, d'autant plus qu'en 1911, l'Empire de Chine disparaît, la République est instaurée. Et donc, le Dalai Lama réaffirme l'indépendance de son pays, cette fois avec l'aide des Anglais. Donc bon, il y a un accord qui est signé, il y a un certain nombre de choses qui sont faites sur le plan administratif, sur le plan politique, mais ça n'ira pas plus loin non plus. Alors, on peut se poser la question, est-ce que les Anglais ne l'auraient pas volontairement laissé dans une certaine ignorance quant à ce qu'est la reconnaissance internationale d'un État indépendant? Probablement pas. On sait que l'un des assistants de ce Dalai Lama, qui s'appelait Dorjiev, qui était d'origine mongole, Dorjiev a fait la tournée de l'Europe pour trouver, il est venu à Paris, il est venu ici, pour trouver auprès des gouvernements européens un soutien pour reconnaître l'indépendance définitive du Tibet. On est là en 1913 ou 14. Vous voyez ? Et on n'a pas voulu le soutenir parce qu'on attendait la bonne parole de l'Angleterre. Et comme l'Angleterre n'a rien dit et que la guerre 14 a éclaté, le Tibet est passé au second plan. Le Dalai Lama revient, enfin les Chinois sont expulsés du Tibet, les quelques Chinois qui y avaient sont expulsés, le Dalai Lama revient au Tibet et envisage à ce moment-là de vraiment lancer une politique de modernisation des structures politiques, administratives, modernisation du pays lui-même, mais sans pour autant encore une fois, qu'il insiste pour cette reconnaissance internationale du Tibet. Je prends un exemple. Il considérait la Société des Nations, qui s'est formée donc juste au lendemain de la guerre 14-18, il l'a considérée comme étant une société d'occidentaux, où lui, les orientaux n'avaient rien à faire, parce que de toute façon, c'était les blancs qui décidaient. Alors, il n'avait pas tout à fait tort, mais s'il avait demandé l'admission du Tibet à la Société des Nations, ça aurait changé les termes. Le statut même du Tibet aurait changé. Ça aurait été possible, certainement, à cette époque-là. Il a émis un certain nombre de timbres. Mais ces timbres n'ont pas été reconnus par les institutions internationales du courrier. Mais il n'y a pas eu non plus vraiment de démarche
allant dans ce sens-là à l'époque du 13e Dalai Lama. On est donc dans une sorte de position très paradoxale, où peut-être est-il parti du principe que puisque je dis qu'on est indépendant, on l'est. Bah, en soi, c'est vrai, mais dans la réalité concrète, non. Il faut aussi une démonstration de cette indépendance. Alors, il la démontre sur le plan militaire. Il y a une grande bataille en 1918 où il met les Chinois vraiment à mal. Une autre bataille début des années 1930, où là encore, contre les Chinois, enfin une guerre, c'est pas des batailles, ce sont des guerres, où là, contre les Chinois, l'armée tibétaine, bien que reculant, confirme quand même certaines positions géographiques aux grandes dames du gouvernement chinois. Donc on est bien dans le cadre d'un pays qui a une armée, il a un drapeau, il a une monnaie, il a tout ce qu'il faut, sauf qu'il n'a pas la reconnaissance internationale. Et que sur le papier, c'est toujours une dépendance de la Chine. Donc il est indépendant de fait, mais il n'est pas indépendant de droit. Le reste, vous le connaissez parce que c'est une histoire plus récente. Oui, quand même pour finir sur le 13e Dalai Lama, quand il a vu que les conservateurs au sein même de son pays mettaient absolument créaient toutes les entraves possibles et imaginables à ces projets de réforme, eh bien lui-même a déclaré forfait. Et le Tibet, qui pourtant partait dans un très bon sens sur le plan social et sur le plan économique, le Tibet s'est replié de nouveau sur lui-même. Tout à l'heure, on parlait de l'administration intermédiaire. Ça a été un exemple typique de ce que l'administration intermédiaire peut faire. Au point qu'on soupçonne, et qu'on a soupçonné à l'époque, mais encore aujourd'hui, on n'a pas les réponses, on ne les aura jamais, peut-être que le 13e Dalai Lama a été simplement assassiné. Vous voyez, empoisonné. Parce qu'il était quand même gênant comme personnage. C'est pas grave, sauf qu'il se réincarne. Donc, Alors, pour ce qui est donc de l'actuel Dalai Lama, bon, je vais aller plus rapidement. Lui, donc, lorsqu'il arrive au pouvoir, lorsqu'il commence à prendre vraiment les rênes du pouvoir, il se trouve que dans le même temps ou presque, le gouvernement communiste chinois, enfin le communisme s'installe en Chine, a eu lieu la révolution donc, de 1949, révolution qui a été plutôt bien accueillie dans les régions tibétaines de la Chine, au Sichuan ou au Yunnan, où étaient les missionnaires. Eux-mêmes étaient dubitatifs, mais les Tibétains ou les Chinois qui les entouraient ont accueilli ça plutôt favorablement. Même si ce qu'ils avaient vu des communistes lors du passage de la Longue Marche n'était pas si sympathique que ça. Lors de la Longue Marche, vous savez, la légende veut qu'on ne prenait ni un fil ni une aiguille. En fait, bon, dans les régions où étaient les missionnaires, on a découpé les hommes en deux avec des scies. Enfin bref, ça a été assez épouvantable comme expérience. Donc là, il voit arriver des soldats communistes très sympathiques, mais vraiment, qui, eux, effectivement, ne prennent ni un fil ni une aiguille. J'avais même vu des documents où il était dit qu'ils étaient très contents parce que pour faire leurs besoins, ils creusaient un trou et ensuite ils rebouchaient le trou, ce qui permettait quand même d'avoir une hygiène un peu plus... une bonne hygiène. Bon, bref, l'accueil est plutôt favorable. Il est favorable aussi au Tibet. Lorsqu'on entend dire que en Chine, la révolution a lieu, il y a des mouvements réformateurs, il y a aussi un parti communiste tibétain, bon, qui n'est pas au Tibet lui-même, mais il y a des gens qui veulent que ça change, et puis il y en a qui en ont marre aussi du système féodal dans lequel ils sont, avec quand même un asservissement qui est lourdement vécu. Mais très rapidement, les gens déchantent. Bon, le Tibet est envahi en 1950. Il faut savoir qu'il existe dans l'est du Tibet des cimetières qui datent de cette époque-là, et on peut être frappé par le nombre de non-tibétains dans ces cimetières. Beaucoup de Tibétains ont épaulé l'armée chinoise pour venir à bout. Ils n'avaient pas la perspective politique. Ce qu'ils voyaient, eux, juste, c'était moins souffrir qu'avant. Bon, ils ont déchanté dès 1952-53. Tout de suite, ça a été un couvercle qui est retombé sur leur tête. Les missionnaires
qui voyaient, encore une fois, ils étaient dubitatifs. Les missionnaires, bon, eux, ils se sont retrouvés en prison, avant d'être expulsés en 1952. Les religieux tibétains, ils ont été simplement massacrés. Et d'où un mouvement de résistance très important qui s'est mis en place d'abord dans l'est du Tibet, là où vivaient nos missionnaires. Ils ont vu ce mouvement de résistance se mettre en place. Bon, ensuite, ils n'ont pas vu la suite parce que donc ils ont été expulsés, mais cette résistance gagne l'ensemble du plateau tibétain, avec là aussi une ferveur plus ou moins inégale selon les régions, selon la motivation des gens, toujours est-il que les Chinois, quant à eux, sont très contents d'un accord qu'ils ont signé en 1951 qui fait du Tibet une domination chinoise, accord qui a été signé avec des représentants de l'autorité tibétaine, accord qui est dénoncé par le gouvernement tibétain, parce que sur le plan administratif, il n'a pas de valeur, les gens qui ont signé l'accord n'avaient pas le droit de le signer, le sceau qui a été utilisé n'était pas le bon sceau, enfin bon, il y a tout un micmac autour de ça, mais n'empêche que les Chinois ont le papier, eux ils partent du principe qu'ils ont tous les droits maintenant au Tibet, ce qui renforce encore plus les mouvements de résistance. Et le Dalai Lama, de son côté, essaye de mettre en place des réformes. Il se heurte à la fois aux Chinois et aussi aux conservateurs tibétains qui ne veulent surtout pas voir bouger les choses. Le résultat, c'est qu'en mars 1959, la population de Lhasa se soulève contre les Chinois dont on dit qu'ils veulent enlever le Dalai Lama. Et c'est l'embrasement, à ce moment-là, la fuite des Tibétains les plus fortunés, ceux qui avaient les moyens de partir. C'est eux qui sont partis en premier, parmi eux des religieux, bien sûr, et puis d'autres qui sont restés, soit pour combattre, soit ils ont été simplement tués, massacrés. Il est impossible aujourd'hui de déterminer le nombre de morts qu'il y a eu. Alors, la littérature tibétaine dit qu'il y a eu 1 million de morts au Tibet. Ce sont des chiffres qui sont exagérés, il y a des gens qui se sont penchés sur cette comptabilité. En fait, il y a des gens qui ont été comptés plusieurs fois. Il y a des villages qui ont été comptés plusieurs fois, donc 1 million de morts, même sur le plan démographique, ça aurait été un tel trou démographique pour la population tibétaine qu'elle aurait été très très mal en point. Après, on est quand même d'accord pour dire qu'il y a eu au moins 500 000 morts, ce qui est considérable. Et la situation, depuis, évolue en dents de scie, avec au passage une révolution culturelle qui, à partir de 1966 jusqu'en 1976, a fait des dégâts incroyables au Tibet. Les seuls bâtiments, pour ainsi dire, je suis un peu caricatural, mais presque, les seuls bâtiments religieux qui ont été préservés sont ceux qui avaient une utilité pour les Chinois, c'est-à-dire par exemple ils servaient de grenier, ils servaient de hangar, tout. Les autres ont été pulvérisés. Et puis, au milieu des années 80, on a une amélioration de la situation pour le Tibet, avec une ouverture du Tibet très timide dans le tourisme, des débuts de restauration, certains religieux qui sont en exil, qui sont rappelés, officiellement invités, pour remettre en place une structure religieuse. Et puis depuis lors, on va dire que c'est des montagnes russes, c'est-à-dire avec des périodes d'amélioration, puis des périodes où au contraire les choses dégénèrent. Et là, on est dans une période où ça dégénère sérieusement depuis 2008, et même un peu avant. Les Tibétains ont cru pouvoir profiter des préparatifs des Jeux Olympiques de Pékin et des cérémonies des Jeux Olympiques de Pékin pour attirer l'attention du monde sur leur situation. Ils ont effectivement attiré l'attention du monde, mais ils ont aussi attiré l'attention des militaires chinois qui depuis n'ont pas quitté les lieux. C'est très difficile aujourd'hui de circuler au Tibet, très difficile de communiquer, très difficile de... on ne sait pas, on sait qu'il y a des gens qui ont été déportés, mais les chiffres sont tous des estimations, c'est des milliers de personnes, mais on ne sait pas exactement combien. On ne sait pas vraiment où ils ont été déportés. On sait que le train Pékin-Lhasa a été utilisé aussi pour ces déportations dans le sens retour, Lhasa à Pékin, vous voyez. Voilà. Mais encore une fois, c'est une chose qui est très difficile. Il y a 2 ans, je discutais de ça avec Mathieu Ricard, vous savez, le traducteur du Dalai Lama, et il disait que même eux, le Dalai Lama et les gens du gouvernement en exil, ont beaucoup de mal à savoir ce qui se passe avec certitude. C'est-à-dire que, la communication par Internet, impossible, du moins elle n'est pas fiable. Communication par téléphone mobile, pas fiable du tout,
Alors bon, il y a des combines qui sont utilisées par différentes personnes au Tibet qui veulent communiquer avec l'Inde quand même. Ils achètent un téléphone mobile, ils achètent une carte, ils téléphonent, ils balancent le téléphone d'un côté, ils balancent la carte de l'autre, comme ça on ne retrouve personne. Vous voyez, bon, mais on est dans un cadre qui est un cadre extrêmement concentrationnaire, on va dire, hein, c'est quand même ça, sans parler d'un autre problème qui existe, qui est celui du tourisme. Le tourisme était devenu une source de richesse pour une partie de la population, notamment bon, des villes. Eh bien, depuis 2008, il n'y a pratiquement plus de tourisme. Du coup, les guides n'ont plus de travail, les gens qui avaient des petits boulots, vous savez, les marchands à la sauvette, ben, ils n'ont plus non plus de revenus. Voilà.